Ce soir sur Ukraine Today, épuiser l'armée de l'occupant. Les forces de défense ukrainiennes frappent la plus grande raffinerie de pétrole du district fédéral sud de la Russie. Arme laser ukrainienne. Que sait-on du système Sunray? De quoi est capable ce rayon de soleil? Tokyo pour Kyiv. Le Japon rejoint une initiative de l'OTAN pour fournir à l'Ukraine du matériel fabriqué aux États-Unis. Une déclaration de guerre ouverte. Ou contre la Hongrie. Pourquoi un plan d'adhésion partielle de l'Ukraine à l'Union européenne a-t-il déclenché une réaction aussi forte de la part de Viktor Orban? Tout cela et bien plus encore, tout de suite. Bonjour, je suis Volodymyr Robchun et voici Ukraine Today. Aimez cette vidéo et passons aux actualités. Nous commençons par quelque chose de lumineux et de brûlant. Vous pensiez au soleil? Vous avez raison, mais aussi à une raffinerie de pétrole russe. Des explosions ont secoué l'usine Lukoil Volgograd Neftepererobotka. Un incendie s'y est déclaré, non pas par accident, mais après la visite de drones ukrainiens. Cette raffinerie est le plus grand producteur de produits pétroliers du district fédéral sud de la Russie. Elle alimente la machine de guerre du Kremlin. Et par conséquent, il s'agit d'une cible militaire légitime. Les occupants construisent une nouvelle base militaire dans la partie temporairement occupée de la région de Zaporijia. Il semblerait que l'ennemi ait l'intention d'y entraîner des réservistes et des opérateurs de drones. Je suppose qu'une frappe ukrainienne sur ce lieu n'est qu'une question de temps. Plus de détails sur la situation sur le champ de bataille dans le rapport. Wagner PMC en Bulgarie. Des militants publics ont découvert l'emplacement présumé de terroristes russes près du village bulgare de Kladnitsa, dans la région de Pernik. Selon les médias locaux, l'installation est fortement sécurisée avec du personnel accompagné de chiens et un contrôle d'accès strict. D'après les militants, certaines des personnes présentes pourraient être des agents actuels ou anciens des services de sécurité. À leur avis, cela pourrait expliquer pourquoi aucune mesure n'a été prise jusqu'à présent. Cependant, ils ont signalé leur découverte au ministère de l'Intérieur. Chebikov Arna est étroitement lié à la direction principale du renseignement de la Fédération de Russie. D'ailleurs, le général Alexandrov, qui a été abattu ou blessé l'autre jour, était directement lié à cette formation. Comme la SMP Wagner, la SMP Red Hot, ces structures militantes sont subordonnées ou supervisées par la direction principale du renseignement. Les Russes ont menti au sujet de la contre-offensive dans le sud, près de Ouliepol. Cette déclaration a été faite par l'Institut pour l'étude de la guerre. Les occupants russes ont diffusé l'information selon laquelle les forces ukrainiennes auraient commencé à mener des actions contre-offensives à la frontière de la région de Dnipropetrovsk et de la région de Zaporijia. Les forces armées ukrainiennes démentent cette information et affirment qu'elles ne mènent que des opérations de nettoyage. Dans le même temps, l'état-major général indique que l'ennemi ne relâche pas sa pression dans les directions de Ouliepol et de Pokrovsk. La résilience de cette partie de la ligne de front dépend essentiellement de la durée pendant laquelle Pokrovsk-Pernograd pourra tenir. La situation y est très difficile. À certains égards, c'est même pire. Quelque chose de similaire se produit également dans la direction de Ouliepol. À Ouliepol même, les combats ont déjà lieu dans la périphérie ouest de la ville. Il s'agit d'un flanc, le flanc sud, où l'ennemi pousse depuis l'est vers nos défenses au sud. Des pilotes de la garde frontière du 1er détachement frontalier de la brigade de la garde ont bloqué une tentative des occupants de franchir la frontière d'État dans la direction sud de Slobojansky. Les Russes, afin d'utiliser leur avantage, de tirer le meilleur parti de leur supériorité en effectifs et en ressources humaines, étirent leurs forces autant que possible. Si cela est évident dans les tactiques, dans l'infiltration, alors au niveau stratégique, leur objectif est d'étirer les choses autant que possible. La ligne de front. La Russie ne livre pas de terminaux satellites sur les lignes de front pour fournir Internet à l'armée russe après le blocage des Starlink. Le remplacement n'est pas équivalent. Si l'on parle d'une constellation satellitaire de force, nous parlons des soi-disant satellites médias russes de Gazprom. Gazprom possède ses propres satellites, autrefois des satellites civils destinés aux besoins de communication de la société Gazprom. En réalité, ils sont utilisés, entre guillemets. Je veux dire qu'ils sont loués par le ministère de la Défense de la Fédération de Russie pour fournir des communications par satellite.
Le Japon va rejoindre l'initiative de l'OTAN visant à fournir à l'Ukraine des munitions et du matériel fabriqué aux États-Unis. Dans le cadre de cette initiative, il achètera du matériel et des équipements non létaux. Selon les médias, le Japon annoncera officiellement son intention de rejoindre très prochainement l'initiative PAL. Au cours des dernières 24 heures, la Russie a perdu au moins 820 occupants tués et blessés. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, les pertes totales russes ont atteint 1 249 380. Au cours des dernières 24 heures, les forces de défense ukrainiennes ont également détruit 5 chars russes, 2 véhicules de combat blindés, 59 systèmes d'artillerie et des dizaines d'autres équipements militaires ennemis. Le renseignement militaire ukrainien a publié des images de frappes de drones contre des systèmes de défense aérienne russes. L'opération a été menée par l'unité spéciale appelée Primary. Ils ont touché un système radar coûteux et un système de missiles solaires. La frappe a eu lieu à la fin du mois de janvier. Mais l'autorisation de publier les images n'a été accordée que maintenant. L'Ukraine a développé un système laser appelé Sunray. C'est ce qu'a rapporté The Atlantic. Il fera partie d'un système plus large qui inclut également des drones interceptés, de nouveaux missiles et des plateformes robotiques conçues pour contrer les drones Shahed. Plus de détails bientôt. Les drones restent l'arme principale de la terreur russe. Voici une autre preuve tragique. 3 enfants et leur père ont été tués lors d'une frappe de drones russes dans la région de Kharkiv. Les occupants ont frappé une maison privée. La mère des enfants, enceinte, a été blessée et se trouve actuellement à l'hôpital. Nos plus sincères condoléances à la famille. Mais les drones ne sont pas la seule arme utilisée contre les civils. Les forces russes ont largué 7 bombes aériennes sur Sloviansk. Au moins 2 personnes ont été tuées. Une fillette de 11 ans et sa mère. 16 blessés, parmi eux un enfant de 7 ans. La France se prépare à transférer un nouveau lot d'avions Mirage 2000 à l'Ukraine. De plus, le président Zelensky a annoncé des plans pour acheter 150 chasseurs Gripen et 100 jets Rafale. Que pourraient changer ces avions sur le champ de bataille et quand pourraient-ils arriver? Les réponses dans le reportage. Des missiles anti-balistiques, des bombes aériennes guidées et un nouveau lot d'avions Mirage 2000. La partie française a annoncé qu'elle se préparait à transférer des avions Mirage 2000 à l'Ukraine. Les discussions ont également porté sur l'accélération des livraisons d'avions et la poursuite du travail sur des volumes records de bombes aériennes guidées ASM Hammer. Parallèlement, la coopération se poursuit concernant la fourniture et la production accélérée de missiles Aster. La fourniture d'armes à longue portée, en particulier des missiles Scalp, a été abordée séparément. Le nouveau paquet d'aide militaire française aux forces armées ukrainiennes est certes impressionnant, mais j'aimerais parler spécifiquement des Mirages. Ce sont des avions du siècle dernier, mais ce sont de bonnes plateformes qui sont actuellement, pour la plupart, utilisées pour des missions de combat, principalement pour lancer ce qu'on appelle des bombes planantes à réaction, comme les Hammer françaises. C'est une bonne bombe, essentiellement de haute précision, qui permet de frapper des cibles militaires russes à des dizaines de kilomètres derrière la ligne de front. De plus, cet avion dispose d'une avionique qui offre une excellente visibilité au sol. En d'autres termes, il peut faire ce que nos vieux avions soviétiques, les MiG-29 et Su-27, ne peuvent pas. Ceux-ci ont encore des radars avec de mauvais filtres contre les interférences et le fouillis au sol. Mais le Mirage a de bons, vraiment très bons radars. Ils offrent une excellente visibilité aussi bien sur fond de sol que sur fond d'eau. Quant au nombre de Mirages dont il est question, il n'y a pas de chiffre précis, mais il existe certaines hypothèses sur le nombre d'appareils que l'Ukraine pourrait recevoir de la France. C'est pourquoi je pense qu'en ce moment, ils sont en train de compléter le premier escadron pour nous. Ils les livrent par paire, en vol groupé. Donc le premier escadron, c'est-à-dire jusqu'à 12 avions Mirage, devrait être chez nous dans un avenir proche. Et après cela, bien sûr, ils commenceront à former un deuxième escadron en fonction des capacités d'approvisionnement. De plus, plus tôt, Zelensky a annoncé l'achat de 150 Gripen Fighters et de 100 Rafales. L'année 2035, il y a des délais de livraison clairs qui y sont spécifiés. Le fait est qu'à l'heure actuelle, la partie française est capable de produire jusqu'à 3 Rafales par mois.
Actuellement, la question porte sur l'augmentation de la production de Rafale à 5 unités par mois. Et là, la question se pose. L'Ukraine aura-t-elle réellement besoin de ces avions en particulier dans 10 ou 15 ans? Alors, Si l'on en parle, qu'est-ce qu'il vaudrait mieux acheter dans 15 ans? C'est important à prendre en compte. En ce moment, oui, bien sûr, les Gripen sont nécessaires. Mais encore une fois, combien de Gripen sont nécessaires? Une escadrille, 2 escadrilles, autrement dit, une brigade, le même type de brigade qu'avec les Mirage, disons 24 avions. Donc il nous faut 24 Gripen pour qu'ils puissent accomplir le maximum de missions. Pour les missions standards, même une seule escadrille, soit 12 avions, suffirait. En général, ils ajoutent 2 avions supplémentaires de réserve, peut-être un de secours, donc 14 ou 15 appareils seraient suffisants. C'est la même chose avec les Rafales, donc en ce moment, au moins une escadrille est nécessaire, mais idéalement une brigade de Rafales également. Alors, de combien d'avions parle-t-on? Eh bien, au maximum, jusqu'à 50, c'est le maximum, mais certainement pas 250. Et dans 15 ans, compte tenu du développement de l'aviation sans pilote, il nous faudra 250 drones lourds comme le Kizil Elma. En ce moment, il y a le projet turc Mayas. Ils se projettent dans l'avenir. Ils n'achètent pas, disons, de Gripen ou de Rafale pour eux-mêmes. Pourquoi le feraient-ils? Si, à l'avenir, la plupart, environ 90% des missions seront effectuées par des drones lourds qui ne sont pas limités par les besoins physiologiques d'un humain, c'est-à-dire d'un pilote. mais malgré tout, lorsqu'il s'agit d'acheter ces avions, la question se pose de savoir si l'Ukraine peut même se le permettre financièrement. Un autre point clé est le coût des Rafales. Tout dépendra de leur prix. Le prix actuellement annoncé par la partie française est d'environ 200 millions d'euros. Donc encore une fois, la question sera de savoir s'ils nous vendront à des prix nationaux, c'est-à-dire au prix destiné aux forces armées françaises, qui est nettement inférieur. Ou, alternativement, ce sera selon les contrats internationaux, et les contrats internationaux signifient plus de 200 millions d'euros, une somme extrêmement importante. À l'heure actuelle, le montant de la transaction potentielle évoquée se situe dans une fourchette allant jusqu'à 5 à 50 milliards d'euros. C'est une somme considérable. Et en conséquence, la question se posera de savoir si la partie ukrainienne dispose réellement des fonds nécessaires et non pas seulement si la France a les avions disponibles. En même temps, si tout se passe bien, avec un tel nombre de chasseurs, l'Ukraine pourrait entrer dans le top 10 des pays du monde en termes de puissance aérienne et devenir l'une des plus fortes d'Europe. L'Ukraine se bat pour la liberté. Soutenez nos journalistes pour continuer à dire la vérité sur la guerre russe. Devenez sponsor via le lien en description. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour nous aider à gagner en visibilité. Merci et gloire à l'Ukraine. Le Japon rejoint une initiative de l'OTAN visant à fournir à l'Ukraine du matériel fabriqué aux États-Unis. Selon la chaîne publique japonaise NHK, Tokyo achètera du matériel non létal pour l'Ukraine. Plus de détails dans le reportage. Le Japon est prêt à se défendre et à devenir un partenaire fiable pour l'Ukraine. La guerre menée par la Russie contre l'Ukraine a montré que le monde est en train de changer. Et même les pays qui ont longtemps évité de jouer un rôle militaire actif sont désormais contraints de renforcer leur sécurité. Nous allons réviser 3 documents stratégiques clés plus tôt que prévu et renforcer radicalement notre politique de sécurité nationale. Seul le pays lui-même peut se défendre. Personne ne viendra en aide à un État qui manque d'une telle détermination. Nous défendrons la paix et l'indépendance de notre pays. Jusqu'au bout, son intégrité territoriale et ses citoyens. Un pays qui ne relève pas les défis n'a pas d'avenir. Néanmoins, depuis le début de la guerre à grande échelle, le Japon a déjà fourni à l'Ukraine plus de 12 milliards de dollars d'aide financière et humanitaire. Et en 2026, Tokyo prévoit d'allouer presque 6 milliards de dollars supplémentaires. C'est, disons, un sujet assez sensible pour eux. Là-bas, tout est lié aux armements, à la guerre. Donc, dans la société, bien sûr, il y a au Japon un soutien à l'idée que l'Ukraine a besoin d'aide. Et d'ailleurs, les différents types de liens horizontaux entre l'Ukraine et le Japon sont en réalité assez forts. C'est précisément la raison pour laquelle le Japon a toujours, même s'il est géographiquement situé à une très grande distance de l'Ukraine, offert de manière constante un soutien et une aide considérable au peuple ukrainien. Eh bien, quel retournement de situation. Il est rapporté que le Japon va rejoindre l'initiative internationale Pearl. Eh bien sûr, ce sont des pays européens, vous voyez ? Mais nous voyons que le Japon a déjà rejoint, ce qui est assurément un bon signe, et cela pourrait même être un coup de pouce supplémentaire pour notre diplomatie.
pour encourager d'autres pays partenaires de l'Ukraine à rejoindre également cette initiative. Cependant, il y a une limitation importante. Tokyo n'est pas prêt à fournir directement des armes létales. Nous parlons par exemple de l'achat de systèmes radars. Le Japon est prêt à soutenir nos capacités de défense. Oui, nos moyens, c'est très probable. Cela inclut des systèmes de défense aérienne, des missiles pour ces systèmes, ainsi que des intercepteurs, ce qui est extrêmement important pour l'Ukraine dans le contexte, oui, de l'agression de la Fédération de Russie et en fait du terrorisme, des attaques de missiles et de drones Shahed, ainsi que des frappes sur les infrastructures critiques. Malgré cela, la participation du Japon ouvre une nouvelle option de coopération militaire pour l'Ukraine. Et le chef adjoint du bureau du président a même annoncé la préparation d'un accord de défense historique entre les deux pays. Il est en réalité bien plus avantageux d'établir ce type de contrats globaux horizontaux d'approvisionnement en matière de défense et d'accords stratégiques de défense avec le Japon que de le faire par exemple avec une nation qui possède un niveau d'avancement technologique nettement inférieur. Je suis profondément convaincu que les perspectives de coopération horizontale dans le complexe militaro-industriel moderne avec le Japon sont très prometteuses. Mais tous ces changements ne se produisent pas par hasard. Un nouveau Premier ministre a été élu au Japon. Sanae Takeichi et son parti ont obtenu la majorité absolue des sièges au Parlement. Dans sa circonscription, la première ministre a recueilli près de 90% des voix. Le PLD peut désormais gouverner seul. Et elle est la première femme première ministre de l'histoire du pays. Elle adopte également une position ferme face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et plaide pour le renforcement du rôle du Japon dans les questions de sécurité. Mais vous vous demandez peut-être, quel rapport avec la Chine ? Elle s'est également exprimée au sujet de la Chine. En fait, ces politiques pourraient même être qualifiées d'ouvertement anti-chinoises. La nouvelle première ministre tient un discours tranchant sur la possibilité d'une attaque chinoise contre Taïwan et que le Japon pourrait même fournir une assistance militaire à Taïwan dans un tel cas. Il existe également un différend territorial de longue date entre Tokyo et Moscou. Le Japon continue d'exiger la restitution des îles Kouril du Sud, qu'il considère comme ses territoires du Nord. La Russie les occupe depuis maintenant 80 ans, mais la vie y disparaît tout simplement. Les habitants partent, les routes se dégradent, et au lieu d'investissement, il n'y a que des bases militaires. Moscou, naturellement, refuse de négocier un traité de paix et considère la question comme close. Ce n'est pas nous qui avons détérioré les relations avec le Japon. Qu'avons-nous fait de mal au Japon récemment ? Nous étions en train de négocier, essayant de trouver une réponse à une question très difficile concernant le traité de paix. Puis, soudainement, le Japon a décidé d'imposer des sanctions contre nous. Bien sûr, le nouveau Premier ministre japonais ne garantit pas de décision rapide ni de promesses audacieuses en faveur de l'Ukraine. Mais désormais, le développement des relations entre l'Ukraine et le Japon n'est plus limité par quoi que ce soit, et la voie pour concrétiser ces opportunités est ouverte. Il existe de nombreuses façons de compléter et de développer nos relations, y compris sur le plan économique. En ce moment même, je suis profondément convaincu qu'une ère totalement nouvelle et prospère dans les relations économiques et politiques entre le Japon et l'Ukraine pourrait même commencer à se dessiner dès aujourd'hui. Alors que la Russie se retrouve avec de moins en moins d'alliés, l'Ukraine gagne à chaque étape de nouveaux partenaires et de nouvelles perspectives. Le Japon est prêt à se défendre et en même temps à devenir un soutien fiable. Et c'est une opportunité historique de renforcer la sécurité et de développer les relations. Pendant ce temps, les États-Unis ont réduit leur aide militaire directe à l'Ukraine de près de 99%. C'est ce qui ressort du rapport actualisé Ukraine Support Tracker de l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale pour l'année 2025. Le rapport indique que l'Europe a dû en grande partie compenser la réduction du soutien américain. En conséquence, en 2025, l'aide de l'Union européenne et de ses États membres a augmenté d'environ 67% par rapport à la période précédente. Et enfin, à propos de ce qui a été qualifié de déclaration de guerre ouverte à la Hongrie. C'est ainsi que le Premier ministre Viktor Orban a décrit un plan d'adhésion partielle de l'Ukraine à l'Union européenne, contournant le veto de Budapest. Ce plan a été rapporté par Politico. Plus de détails dans le reportage.
L'Ukraine pourrait obtenir une place à la table européenne même avant d'avoir rempli l'ensemble des conditions requises pour une adhésion complète. Selon Politico, Bruxelles discute d'un plan sans précédent, qui permettrait à Kiev de rejoindre partiellement l'Union européenne dès 2027. Il ne s'agit pas seulement d'un geste politique de soutien, mais d'une tentative de sortir enfin l'Ukraine de la zone grise entre l'Est et l'Ouest, et de fermer la fenêtre d'influence de Moscou sur l'avenir du pays. Dans divers secteurs et régions spécifiques, l'Ukraine se retrouvera beaucoup plus étroitement intégrée aux structures de l'Union européenne. Et certains ensembles supplémentaires et complets de nouvelles normes législatives seront introduits au sein de l'UE. Ces mesures permettront d'une part à l'Ukraine de se rapprocher considérablement de l'UE et d'autre part à l'UE de conserver un niveau de contrôle plus élevé sur l'Ukraine. Ceci est principalement dû au fait que l'ensemble du processus concerne l'allocation stratégique de fonds essentiels pour l'immense tâche de la reconstruction nationale. Pour la première fois, l'Union européenne envisage un scénario dans lequel un pays accède à l'espace institutionnel de l'UE, non pas à la fin, mais dès le tout début du processus. À Bruxelles, on appelle cela officieusement l'élargissement inversé, lorsque les réformes se poursuivent, mais que la décision politique est prise à l'avance. Les responsables de l'UE trouvent cette idée séduisante car elle offrirait à Kiev un répit pour achever les réformes des institutions démocratiques ainsi que des systèmes judiciaires et politiques, tout en réduisant la probabilité que le pays perde espoir d'adhérer et se détourne de l'Occident. Droit politique. Au cœur de ce plan, en tant que droit politique, se trouvent 5 étapes, chacune visant à rapprocher l'Ukraine de l'Union européenne, plus rapidement que ne le permettaient les règles d'élargissement précédentes. La première est une préparation accélérée. L'UE a déjà donné à Kiev des recommandations sur 3 des 6 groupes de négociation et se prépare à ouvrir le travail sur les autres dans les mois à venir. Le deuxième élément est le format dit d'adhésion allégé. Il ne s'agit pas d'un statut de seconde zone, assurent les responsables de l'UE, mais d'une entrée progressive. D'abord, la participation politique et l'accès aux décisions clés, puis une extension des droits. Mais ce qu'il faut préciser ici, c'est quand l'Ukraine peut s'attendre à devenir membre de l'Union européenne. Et il ne s'agit pas seulement de le préciser, il doit y avoir une feuille de route claire. Deuxièmement, nous devons comprendre de façon réaliste comment ces groupes seront reportés pour nous, en tenant compte du veto de la Hongrie. Et c'est ici que nous arrivons au troisième point, le plus douloureux. L'admission d'un nouveau membre nécessite le consentement des 27 pays de l'UE, et le Premier ministre Viktor Orban reste le principal opposant à l'intégration de l'Ukraine. À Bruxelles, ce n'est un secret pour personne. Sa position a peu de chances de changer avant les élections hongroises. C'est pourquoi les capitales européennes surveillent de près la situation politique intérieure à Budapest, considérant un changement de pouvoir comme une possible fenêtre pour débloquer la décision. L'Union européenne essaie de se réformer, notamment en tenant compte de la Hongrie et de la Slovaquie, qui disposent de ces droits de veto, et comment l'Europe, en particulier l'Union européenne, comme nous l'avons appris de leurs déclarations les plus récentes, tente désormais de contourner ce droit de veto. La quatrième étape du plan consiste à s'appuyer sur une pression extérieure. À Bruxelles, on estime que c'est le président des États-Unis qui peut influencer Orban. Le plan de paix, qui comprend 20 points, inclut déjà l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne d'ici 2027. Si Donald Trump décide d'aller au bout de l'accord, un appel téléphonique à Budapest pourrait être décisif. Et enfin, la dernière option, la plus extrême, est l'article 7 du traité de l'UE. Il prévoit de priver le pays de ses droits de vote. C'est l'outil de pression le plus sévère, et pour l'instant, ils ne veulent pas l'utiliser afin de ne pas renforcer la position d'Orban en Hongrie. Mais à Bruxelles, on n'exclut plus que si le blocage se poursuit, cette carte maîtresse puisse être jouée. Cependant, il ne faut pas se faire d'illusions. Le plan en 5 étapes n'est ni une garantie d'adhésion, ni une fin rapide de la guerre. Mais c'est la tentative de l'Union européenne de rendre irréversible le choix européen de l'Ukraine. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. Merci pour votre soutien. Force aux défenseurs de l'Ukraine, gloire à l'Ukraine. Aimez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et à la prochaine fois.